Bien, bonjour à tout le monde. C'est bien, on s'entend, tout va bien. Donc, vous voyez Lola Lafont qui est ici, hein, avec vous. Bonjour. Donc, écoutez, on est ravis de vous avoir fait cette surprise, hein, de cette rencontre avec Lola Lafont. Hein, on remercie vivement, évidemment, Lola Lafont qui s'est bien investie dans nos échanges. Donc, bon, tout le monde connaît la situation. Normalement, on aurait dû se retrouver en décembre dernier. C'est moi déjà. Oui. Mais c'est un petit peu un moment des rencontres nationales Goncourt, hein, dans un contexte particulier, sans un format un peu particulier, mais enfin, vous commencez à avoir un petit peu d'habitude. Et puis, je crois qu'on va se retrouver bientôt, hein, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Hein. Donc, vous avez de la chance. Et puis dire aussi, avant de m'effacer, puis de vous laisser échanger librement avec Lola Lafont, que tout ça est possible grâce à un certain nombre de partenaires, hein, le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, hein, qui apporte des contributions à ces rencontres nationales et puis au fonctionnement donc, de l'association Bruit de Lire. Donc le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat de Rennes, le Conseil régional de Bretagne, la ville de Rennes et puis la DRAC Bretagne, hein, tous ces partenaires qui nous ont suivis fidèlement. Et c'était particulièrement important cette année où on a quand même vécu dans de grandes inquiétudes et sans trop savoir comment on pourrait permettre ces échanges entre les écrivains que vous avez lus et puis les lycéens. Hein, donc ça, on a pu faire venir Djaïli Amadou Amal à Rennes. Il y a quelques-unes d'entre vous qui étaient présentes. Hein, et puis maintenant, il y a ces échanges entre les classes et les écrivains. Donc, c'est un peu particulier. Donc, merci à tout le monde. Merci à votre professeur, Béatrice Nicolas, qui doit être là, hein, j'imagine. Et un grand merci, évidemment, à Lola Lafont et puis à Marco Lefebvre, hein, qui est la salariée de Bruit de Lire, qui fait un travail absolument remarquable sur cette opération qui organise tout avec un calme, une tranquillité et une efficacité assez remarquable. Donc, je vais vous laisser et puis vous souhaiter une bonne rencontre avec Lola Lafont. Merci à tous et à très bientôt. Du coup, on a préparé plusieurs questions. D'accord. Et donc, la première, c'était qu'aujourd'hui, on assiste à une forte libération de la parole des femmes dans tous les domaines professionnels. Chaviré est-il un moyen d'apporter votre pierre à l'édifice, de montrer que tout n'est pas aussi manichéen qu'on le croit? Il y a plusieurs questions dans votre question, ou alors c'est moi qui ai plusieurs réponses, je ne sais pas. Alors d'abord, je suis un peu dubitatif sur l'expression libération de la parole, parce que il me semble que la parole des femmes est libérée depuis bien longtemps, mais que personne ne l'écoutait. Et que donc la grande différence, et elle est formidable, c'est que peu à peu, je ne dirais pas d'un coup, c'est l'œuvre de milliers de femmes, je pense, depuis des années, cette parole-là est devenue audible, quand avant elle était invisibilisée. Donc ça, je trouve ça important. Ensuite, mon premier roman, c'était il y a 15 ans, et c'était Une fièvre impossible à négocier. Et c'était l'histoire d'une jeune femme appelée Landra, et on la suivait après un viol. Donc, c'est une façon de vous répondre que je n'ai pas attendu MeToo pour parler des violences sexuelles, et que j'ai l'impression que quand on est une autrice, aujourd'hui, c'est quand même difficile d'éviter le sujet. En tout cas, moi, il m'interpelle. Il fait partie des fictions que j'écris. Et je crois que la littérature a quelque chose à dire là-dessus. Voilà. Donc, Chaviré, c'est la continuation pour moi des autres romans. Et peut-être le moment était venu aussi, de façon très personnelle, le moment était venu d'aborder cette histoire-là, c'est-à-dire le pouvoir des adultes sur les adolescentes. Ce qui est encore un autre sujet finalement que dans le premier roman. Voilà.
Alors, au cours de sa lecture, le lecteur remarque quelques particularités typographiques. On peut penser aux slash, aux italiques ou encore aux définitions. Est-ce qu'il y a-t-il de ce fait une volonté de guider le lecteur à travers sa lecture? À travers quoi? Sa lecture? Lecture, non. Alors, j'aime beaucoup, je suis très passionnée par la forme. C'est-à-dire que chez moi, dans mon travail, la forme vraiment préside au reste. Je ne me dis jamais, si vous voulez, on parle un peu de cuisine, hein, là, moi j'aime bien parler d'écriture, je me dis jamais, je vais parler de ça, je vais écrire là-dessus. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à concevoir de cette façon-là. Ce qu'on appelle le sujet, en fait, il m'apparaît au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a quelque chose parce que je prends des notes, etc. Mais en réalité, pour moi, ce qui est important, c'est la façon dont j'ai envie d'appréhender quelque chose. C'est-à-dire que là, au départ, pour vous dire, je m'étais dit, c'est le portrait d'une femme, de ses 13 ans à ses 48 ans. C'est aussi le portrait d'une époque. D'une certaine façon, on traverse les années 90, 80 un peu, 90, d'une façon politique et intime. Et voilà. Donc, je savais aussi qu'elle serait vue par celles et ceux qu'elle croise ou qu'elle aime. Voilà, je savais aussi qu'elle serait vue par les autres. Donc ça, c'est ce que je sais au départ. Maintenant, pour ce qui est de la forme du langage, je vais sans doute vous le redire plusieurs fois, donc pardonnez-moi si je me répète, mais pour moi, la littérature, c'est... Je comprends qu'on consacre des récits et des essais à plein de sujets, mais je crois que la littérature, elle peut tout dire. Elle est toujours aussi neuve. Et je crois que la littérature peut parler politique, je crois que la littérature peut parler féminisme, je crois que la littérature peut évidemment parler d'amour. Ça, bon, voilà. Donc, dans la forme, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les mails peuvent être de la littérature. En ce qui me concerne, je pense que ce qui est écrit peut devenir littéraire de toute façon, qu'il n'y a pas quelque chose de noble et quelque chose qui ne le serait pas. Tout dépend de ce qu'on y met. Et là, la forme dans le roman, elle est à l'intérieur, elle est importante parce que les italiques, donc la voix de Cathy, la prédatrice, effectivement, nous, ni nous, mais moi je l'ai écrit, mais le lecteur et la lectrice sait tout depuis le début. Quand vous lisez, vous savez très bien que Cléo va vers la catastrophe parce que vous la voyez avancer vers quelque chose. Ce qu'elle ne sait pas, vous le savez dès le début. Il n'y a pas de suspense vraiment. C'est-à-dire, vous savez que ça ne va pas aller. Vous savez que Cathy n'est pas vraiment très clean. Donc, le langage de Cathy, s'il est en italique, pour moi, c'est que c'est un rôle. C'est un rôle. Et puis, c'est un rôle, c'est le langage de la prédation. Et ce langage-là, c'est un peu toujours le même. Elle peut le ressortir d'une façon quasiment similaire à tout le monde, à toutes les jeunes femmes qu'elle va croiser. Et surtout, si ça n'est pas Cathy, 20 ans plus tard, ce sera une autre personne qui parlera de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas très particulier ce qu'elle dit. Elle flatte, elle met beaucoup d'affectifs, etc. Donc, les italiques sont là parce que c'est un rôle. Les définitions, alors ça, c'est drôle parce que j'ai réalisé que je le faisais dans plusieurs romans, y compris dans le premier, où les mots autour du viol sont redéfinis par l'héroïne, en toute subjectivité. Elle appelle ça le dictionnaire. J'en avais mis plein. Ici, les définitions, c'est que Cléo, elle est face à un langage qui la séduit et en même temps qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas le sous-texte. Et il faut qu'elle se mette tout le temps à la hauteur de cet adulte, en fait. C'est-à-dire, elle cherche d'une façon très pragmatique, elle cherche dans le dictionnaire, hein. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, elle ne sait pas tout, je ne me souviens pas des premiers mots, mais voilà. Et il y a aussi une définition, parce que nous, encore une fois, on sait très bien que les jurés, quand ils disent maturité, ils ne disent pas maturité. Ils disent, est-ce que tu vas nous laisser faire? Est-ce que tu as compris que si tu ne nous laisses pas faire, tu n'auras rien? D'ailleurs, tu n'auras rien de toute façon. Donc, encore une fois, ce sont des mots à double fond. Voilà. Donc, on a une autre question, toujours par rapport à la lecture et à l'impact que ça peut avoir. Est-ce que lorsque vous avez révélé quelques mois après Goncourt que l'histoire de Chaviré était aussi partiellement la vôtre, vous êtes-vous senti soulagé, comme libéré d'un poids, ou au contraire, avez-vous eu peur que ce dévoilement de vous-même impacte la lecture?
Je ne vous ai pas très bien entendu parce que chez moi, j'ai des travaux et j'espère pour vous, ça va. Mais, donc, j'ai à peu près compris, mais je voudrais être sûre quand même. Donc, lorsque vous avez révélé, quelques mois après le Goncourt, que l'histoire de Chaviré était aussi partiellement la vôtre, vous êtes-vous senti soulagé, comme libéré d'un poids, ou au contraire, avez-vous eu peur que ce dévoilement de vous-même impacte partiellement la lecture de votre livre? Alors, d'une certaine façon, je pense que très banalement, et vous le savez certainement, quand on écrit, on part de soi, même si on ne le dit pas. Parce qu'on n'a pas 1 million de façons d'appréhender le monde. Donc, même quand on parle de quelqu'un d'autre, c'est un personnage qui est vu d'une façon, encore une fois, subjective. Et donc, en réalité, je suis très dubitative sur il y aurait d'un côté les romans qui parleraient de l'auteur et l'autre non. Évidemment qu'on est un peu partout. La seule question, c'est que les lecteurs ne le savent pas et puis qu'on ne le dit pas. Et moi, je trouve ça pas mal. Parce qu'effectivement, vous avez raison, moi j'ai vraiment envie de laisser les lecteurs et les lectrices vraiment s'emparer de l'objet et puis le transformer. La lecture, c'est une transformation dans notre tête. Donc, si je l'ai fait à un moment, c'était évident pour moi que les éléments un petit peu proches de ma propre expérience d'adolescente, je n'allais pas les mettre en avant. C'est-à-dire à la sortie du roman, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais en parler, parce que j'avais vraiment envie que le roman soit lu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un roman. J'avais envie qu'on parle de littérature, j'avais envie qu'on parle d'écriture, j'avais envie qu'on parle personnage, et je sais que c'est fragile médiatiquement et que ce travail-là, qui évidemment est au centre de ma vie, je n'avais pas envie qu'il soit bradé. Après, les mois ont passé, la réception était très belle, j'ai eu la chance qu'elle soit tout de suite très, très belle, j'ai été bien lue, et il y a eu plusieurs récits qui sont apparus. Et je me suis dit, en janvier, je me suis dit, c'est quand même difficile de ne pas dire par rapport au courage des autres. C'est-à-dire que c'est peut-être le courage des autres qui m'a poussé à... Je n'avais pas envie d'en faire tout un foin non plus, donc c'est sur Instagram, voilà. Je me suis dit, non mais tu peux pas, toi, ne rien dire. Et en plus, j'étais gênée parce que en novembre, il y a eu beaucoup de rencontres avec les lycéens Goncourt et aussi avec les étudiants, les étudiantes du prix Télérama France Culture. Et bien souvent, la question est apparue de est-ce que vous avez rencontré des associations pour écrire Cléo? Est-ce que vous avez rencontré des victimes? Et j'étais vraiment embêtée parce que soit je mentais complètement, ce que j'ai fait parfois, j'ai un peu contourné parfois, j'ai dit non, je n'ai pas vraiment eu besoin, etc. Après, je me suis dit, non, mais c'est absurde que moi, je ne dise pas que effectivement, j'avais quelque chose à dire sur ce sujet-là, puisque je l'ai déjà fait. Voilà. Donc oui, je me suis dit que ce n'était pas un grand risque, parce que quand même, justement, comme vous le disiez au début, on a une époque où la parole, elle est là, elle est entendue, et puis elle ne recouvre pas les livres. Et puis, ça faisait 6 mois que c'était sorti. On va parler du titre maintenant. Chaviré, donc, peut faire penser à la fois à la danse, à cet équilibre gracieux, léger, mais aussi à la situation de Cléo, qui chavire dans les eaux troubles de Cathy. Toutefois, notons que chavirer ne veut pas forcément dire couler. Aussi, est-ce que le choix du verbe chavirer peut-il transmettre l'espoir d'émerger un jour à la surface? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était le choix du titre est toujours évidemment très crucial. Et à un moment donné, il avait été question, enfin moi j'avais pensé chavirer et ES, et j'aimais pas. Il y avait quelque chose que j'aimais et que j'aimais pas parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de passivité, il y avait une sorte d'immobilité là-dedans. Et le verbe comme ça à l'infinitif, c'est magnifique en français, ça, l'infinitif, ça change tout. Il y a quelque chose d'un mouvement, comme vous dites, ça change absolument tout. Tout d'un coup, on est en mouvement, on est dans un vacillement. Et puis, j'aimais l'idée que aussi, Cléo, elle chavire aussi par amour, souvent. Et l'histoire avec Lara, avec sa colocataire, il y a vraiment quelque chose d'un chavirement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une attraction et puis une histoire, même si elle n'est pas tout à fait réussie au bout du compte, mais il y a quand même aussi un chavirement.
Et puis, il y a aussi un chavirement au moment où elle comprend qu'elle peut se défendre et qu'elle se bat et qu'elle a plutôt 28-30 ans et qu'elle est au cabaret et puis qu'elle est tout à fait une autre personne. Donc, comme vous dites, moi, j'ai jamais pensé que c'était un naufrage. C'est pas un naufrage. Et on voit bien d'ailleurs le pouvoir des mots, parce que pour moi, finalement, c'est aussi un roman sur les mots, sur les mots qu'elle essaye de dire, parce que finalement, Cléo, elle essaye de parler plein de fois, hein. On l'entend pas, mais il y a beaucoup de tentatives. Et puis finalement, le pouvoir des mots qu'elle voudrait prononcer, on ne sait pas si elle va les prononcer à la fin, etc. Mais en tout cas, ils sont entendus. Ce qu'elle veut dire, ce qu'elle doit dire est là. Donc, elle n'est pas du tout une naufragée. S'il y a quelque chose que je ressens pour Cléo et Betty, c'est beaucoup d'admiration pour leur résilience. Parce que finalement, elles sont vraiment vivantes. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, la violence et la sexualité sont désormais abordées de façon explicite dans un grand nombre de romans contemporains. Vous avez... Oh la vache! Catastrophe! Pouvez-vous nous parler du foulard que porte longtemps Cléo? Quelle raison la pousse à faire cela? Alors, malheureusement, je vais devoir vous demander de répéter parce que j'ai eu une perceuse là dans l'immeuble qui a été assez costaud. Pouvez-vous nous parler du foulard que porte longtemps Cléo? Quelle raison la pousse à faire cela? Le foulard offert par Cathy. Oui. Ça, j'y tiens beaucoup. Effectivement, je suis contente que vous en parliez parce que je pense que vous êtes la première. Elle le porte quand elle arrive au lycée et qu'elle rencontre Jonas, en fait. Il remarque qu'elle a un foulard. Le foulard est vraiment le symbole de la difficulté, voire l'impossibilité pendant des années pour une victime de pédocriminalité de replacer les choses, c'est-à-dire de dire je suis victime et là c'est le coupable. L'emprise est telle de Cathy qu'elle dure, même si Cléo au fond elle sait à ce moment-là, je pense qu'elle sait quand elle a 16 ans qu'il s'est passé quelque chose de terrible et qu'elle n'est pas entièrement responsable. Mais l'emprise, elle dure même si elle ne voit plus Cathy. Et il y a ce mélange terrible de la prédatrice sur elle, qui est qu'elle a quand même encore envie de croire. Il y a une partie de Cléo qui a encore envie de croire qu'elle a eu une chance folle et qu'elle n'a pas été à la hauteur. Et le symbole de cette chance, c'est le foulard, peut-être le parfum, mais elle ne le met plus, en revanche. Oh là là, l'opium de Saint-Laurent, il lui donne la nausée quelques années plus tard. Mais là, si vous voulez, c'est un roman, Chaviré, c'est vraiment un roman sur le temps aussi. Le temps qu'il faut pour que Cléo comprenne, le temps qu'il faut pour qu'elle arrive à se dépêtrer de ça. Et donc, effectivement, le foulard, pendant longtemps, elle le garde, c'est un objet ambigu. Alors, qu'auriez-vous aimé dire à Cléo si elle s'était retrouvée dans la situation d'isolement que le confinement implique, la laissant seule face aux ruminations de sa pensée et traumatisée? J'ai pas vraiment entendu tout. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire à Cléo? Si elle s'était retrouvée dans la période d'isolement du confinement totalement seule. Ah oui, oui. Écoutez, je pense qu'elle est déjà très seule en fait et qu'elle n'est pas confinée pourtant. C'est-à-dire que c'est dans les années 80. Elle n'a pas vraiment d'amis proches quand elle est au collège. Elle est enfermée dans... Je ne sais pas si c'est une image d'elle-même, mais en tout cas, le fait d'arriver au collège et de dire moi j'ai été choisie par la Fondation Galatée et de devenir ce centre du monde l'enferme
comme un sort, finalement, elle ne peut pas s'en dépêtrer. Elle ne peut pas dire non, finalement, cette aventure n'est pas géniale et je vais vous le dire. Elle n'a personne à qui le dire. Elle ne parle pas à ses parents non plus. Donc, en... Ah là là, vous m'entendez ou pas là? Oui, un petit peu. Ok. Même si elle n'est pas confinée, je la trouve très seule. Donc, si elle avait été aujourd'hui confinée, elle aurait eu les réseaux sociaux, je me dis. Donc, je me demande si finalement, elle n'aurait pas pu... Alors, je ne sais pas, c'est la question que je vous pose à vous. Est-ce qu'elle aurait été capable de poster un truc sur ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Parce qu'elle n'est pas consciente totalement. Donc, confinement ou pas confinement, elle est confinée. On peut être confiné, vous savez, dans sa tête en voyant plein de gens. Hein. Enfin, vous le savez. Justement, sur les réseaux sociaux, vous dites avoir du mal à vous montrer physiquement, que ce soit sur une photo ou que ce soit par votre présence ou par les mots que vous employez dans une interview comme celle-là. Est-ce que c'est par peur de décevoir ou par peur de briser un imaginaire? Et est-ce que cela est lié à votre vécu ou juste à le fait de l'expérience d'une lecture et d'un retour d'un auteur? Je suis un peu comme tout le monde là, on tâtonne avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à la fois je les utilise pas mal. Je trouve que c'est génial dans un sens, c'est-à-dire de pouvoir partager des choses et de court-circuiter d'autres médias quand on a envie. On peut vraiment produire un texte, par exemple. Pour ce qui est l'image des écrivains, je suis un peu plus dubitative, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'on soit très intéressant comme personne. Moi, j'aimerais penser que le roman dit tout et que ça suffira. En tout cas, je pense qu'on n'est pas des acteurs ou des chanteurs et que notre vie ne devrait pas vraiment jouer. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu intriguée quand je vois des écrivains qui se prennent beaucoup en photo. Je me dis, alors soit on fait de soi-même un sujet, ce que je comprends très bien, tout est sujet, donc pourquoi pas soi-même. Mais dans un autre sens, j'ai souvenir, alors vous me direz, ça fait longtemps, mais bon, de quelques interviews qui m'avaient un peu traumatisée. Elles commençaient toutes par elle a les cheveux blonds, elle est arrivée à l'interview, elle portait cette jupe, blablabla. Et je m'étais dit, non, mais je n'ai pas travaillé 2 ans, chaque roman, 2 ans, 3 ans, pour qu'on me parle de mes cheveux. Et c'est peut-être un peu ça, en fait, qui est, si vous voulez, un peu quelque chose où je recule parce que je me dis, en fait, on s'en fiche, quoi. Enfin, vous aussi, vous en fichez. J'ai bien conscience que tout est visuel et qu'on ne peut pas échapper à ça. Mais je ne sais pas si... C'est un peu terrible là chez moi. Je dirais qu'il faut peut-être pas... il faut aborder ça avec un peu de distance, j'ai l'impression. Voilà. Mais bon, vous avez vu, vous savez que les écrivains maintenant font plein de séances photos. C'est assez stupéfiant pour moi à chaque sortie de roman, le nombre de séances photos qu'on fait. Et il y a toujours un moment où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Parce que c'est un roman, c'est les personnages. C'est vrai que je suis encore dans ce truc-là où j'ai l'impression que les livres qui ont compté pour moi, je voyais pas vraiment la tête de l'auteur en fait parfois. D'ailleurs, rapport au féminisme que vous avez cité, depuis plusieurs années, il y a la question de l'écriture inclusive qui se pose. Est-ce que vous êtes sensible à ce débat? Bien sûr, j'y suis sensible. Je pense que c'est un peu le minimum dans les administrations et dans l'énoncé des métiers et tout ça, que les femmes soient représentées parce que on a l'impression que c'est rien, mais pas du tout, parce que si vous avez 7 ans et que le mot chirurgien ou je ne sais pas quoi est toujours au masculin, comment vous savez que c'est possible pour vous? Enfin, je veux dire, moi je crois qu'il faut que les choses soient représentées, que c'est de la même façon, je pense que ce qu'on appelle la diversité dans les fictions,
moi j'aime pas le mot un peu vraiment bête, mais c'est hyper important. Il faut pouvoir se reconnaître dans un personnage. Si vous voulez, s'il n'y a que des princesses blondes aux yeux bleus, ça veut dire quoi quand on est enfant? Enfin, ça envoie des messages, tout ça. Donc je pense que c'est à la fois hyper important, mais je vous avoue que je n'écrirai pas un roman en écriture inclusive. Parce que là, on est ailleurs. Je pense que ça serait compliqué. Et ça ne me viendrait pas naturellement. Donc, en fait, je ne vois pas le problème. C'est-à-dire, pour vous dire la vérité, je ne comprends pas le débat. Quand on parle, moi, je dis tous et toutes depuis des années. Je ne dis pas tous quand il y a des femmes dans une pièce. Enfin, voilà, ça me semble un peu, ça me semble un peu déjà dépassé comme débat, j'espère. Voilà, ça va devenir évident. Et puis, voilà. Ah, il y a un changement. Bonjour. Avez-vous conscience d'avoir un style personnel? Seriez-vous capable d'en dégager quelques caractéristiques? Quand vous êtes lectrice, vous attachez-vous particulièrement à cet aspect? Oui. Alors, je vais commencer par vous répondre. C'est vrai que j'ai du mal à lire quelqu'un qui n'a pas de voix. C'est-à-dire que ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Oui, alors évidemment, je fais comme tout le monde, je regarde les quatrièmes de couve quand j'achète un livre, parce que parfois, on n'a pas... évidemment que j'ai envie de savoir de quoi ça parle, parce que c'est important. C'est très important. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, j'ouvre, et s'il n'y a pas de voix propre, bon, c'est pas pour moi. Donc, je m'intéresse vraiment à la façon dont les gens racontent les choses, parce que sinon, si vous voulez, en réalité, les romans parlent à peu près tous de la même chose depuis des siècles, et c'est super. Mais vous pouvez retrouver les mêmes sujets déclinés de plein de façons. Ce qui fait toute la différence, c'est la focale, c'est où on met la caméra, même pour les films. Enfin, je veux dire, on est capable de voir la même histoire plein de fois, mais ce qui fait la différence, c'est les acteurs, ce qui fait la différence, c'est la lumière, c'est voilà. Donc l'écriture, effectivement, c'est tout ça. Je n'ai pas vraiment conscience d'avoir un style particulier parce que c'est le mien et que il s'est sans doute forgé au fur et à mesure de ce que j'ai lu, de mon parcours qui est un peu atypique, puisque j'ai été danseuse, parce que mon apprentissage a été une suite de zigzags et que, encore une fois, comme je vous le disais il y a quelques instants, j'aime la musique et je pense que, par exemple, les chansons sont un art majeur et pas mineur, comme disait Gainsbourg. C'est-à-dire que je pense que les textes de chansons sont des poèmes. Après, on peut discuter est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais poèmes, évidemment, mais j'aime bien l'idée que le roman soit impur. C'est-à-dire qu'il puisse s'ouvrir à toutes les formes et qu'il n'y ait pas de règles et de lois. Il y a une règle, il faut que ça marche. Et je ne vous parle pas de succès, je vous parle de... Il faut que ça fonctionne, un roman, c'est une mécanique. Et ça, j'y suis très sensible, c'est-à-dire que il faut un rythme. Alors, je vous dis, il y a des règles, mais enfin, je veux dire, il y a un fonctionnement, mais je ne le connais pas. Je l'expérimente. Plus j'écris et plus j'expérimente. Quand je me lis, je sais quand ça ne va pas. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire, je sais quand je n'aime pas le rythme. Je sais quand le personnage me semble faux et qu'il faut retravailler, retravailler. J'ai l'impression que ce qu'on appelle un style personnel, c'est d'essayer de ne pas se soucier de peut-être déplaire ou perdre. Il faut dire ce qu'on a à dire. Il faut écrire ce qu'on a à écrire. D'accord. Justement, par rapport au roman et au fait que ça marche, comme vous dites, Bénichou disait qu'une œuvre, notamment une grande œuvre, répond à l'appel de son époque. Et donc, sans fausse modestie, croyez-vous que cela puisse être le cas de votre roman? C'est vraiment très difficile de répondre. Effectivement, comme vous dites, fausse modestie. Vous imaginez que je vous dise oui, absolument. Je pense que oui. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas vous dire ça parce que j'ai conscience depuis le début, en fait, depuis le premier roman. J'aime beaucoup les petits mots de votre prof, je pense.
Oui, j'ai le droit, mais je ne veux pas être ridicule. Et puis surtout, ce serait horrible que je vous dise ça. Parce que moi, je doute tout le temps. C'est un peu pénible, mais je pense que ce qui me fait continuer à écrire, c'est que je doute et que je cherche et que j'ai envie de continuer. Et sinon, bah voilà. Mais donc, oui, j'en sais rien. Je sais que depuis le premier roman, il y a eu une rencontre. Je dirais vraiment que j'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec les lecteurs et les lectrices très forte, c'est-à-dire, et qu'à partir du quatrième roman, La petite communiste, la rencontre est devenue, si on parle de vente ou de lecteur, je ne sais pas, elle est devenue plus importante. Et que là, j'ai compris quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec l'époque et tout. J'ai compris, c'est un rapport avec la question d'avant, qu'il faut s'effacer quand on est écrivain, pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression depuis quelques romans de travailler plus l'écriture, plus le texte, et puis de ne pas être là comme écrivain à vous dire vous devriez penser ça, et puis ça c'est important, et puis ça je vais vous le souligner 1000 fois. Ça c'est mon travail. Donc par grand bonheur, en même temps, oui, il y a des lecteurs et c'est génial. Et il y a des traductions, il y a des tas de choses super flatteuses, hein, je ne vous le dis pas, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais moi, ce que je pense, c'est que je me juge un peu sévèrement au départ, quoi. C'est-à-dire que je me dis au début, j'avais tendance peut-être à plus diriger les lecteurs. Et alors ça, je le refuse vraiment beaucoup maintenant. Je vous fais confiance. On se fait confiance. Voilà ce que je pense. Justement, vis-à-vis des lecteurs, dans ce parcours du Goncourt, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, touché ou interrogé dans ce que vous ont dit ou demandé les lecteurs? Alors, il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de choses. Et en même temps, on ne s'est jamais vu, comme vous savez, enfin, on s'est vu que via Zoom. C'était aussi un peu étrange. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu. Peut-être ce qui m'a vraiment touchée, c'est que. Alors, ça, c'était plutôt avec des étudiants. D'abord, c'est le degré de conscience de votre génération qui m'a un peu bluffée sur ces sujets-là. Je me suis dit, là, on est vraiment passé à autre chose. Et je me suis dit, enfin, c'est-à-dire que, enfin, vraiment, on est vraiment sur autre chose. Et puis, je me souviens d'un étudiant qui m'a posé cette question bluffante à la fin, par rapport à la fin de Chaviré, qui m'a dit que finalement, le viol que subit Cléo n'est pas décrit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup expliquée. C'était une volonté esthétique, littéraire et politique. Que je ne pense pas qu'il faille transformer le viol dans une pornographie et que c'est très compliqué. Et que si vous décrivez factuellement ce qui se passe, c'est vraiment comme dans les films quand vous voyez tout, quoi. Compliqué. Et ce jeune homme me dit, est-ce que ça veut dire, si vous ne l'avez pas écrit, que la littérature ne peut pas tout dire? Et j'aimais beaucoup la question. Je lui dis non, pour moi, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que moi, comme autrice, j'ai une responsabilité. Et si mon projet, c'est de parler de l'instrumentalisation du corps des adolescentes, parce que quand même, c'est quand même ce qui est là aussi dans Chaviré, hein, de la sexualisation, comme dans La petite communiste qui ne souriait jamais, je n'ai pas moi-même, en décrivant Cléo à 13 ans, contredire mon projet. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si moi, je décris le corps d'une adolescente en train d'être malmenée, violée, je me contredis dans mon projet. Donc voilà, on a eu ces débats et ces débats m'ont beaucoup intéressée d'un point de vue littéraire et puis politique aussi. Justement, par rapport à ça, l'autrice des Impatientes, elle a pris en autre partie plutôt plus justement d'écrire ces scènes-là. Et justement, on se demandait si vous aviez lu les livres de vos concurrents du prix Goncourt et qu'est-ce que vous avez pu en penser? Est-ce que certains ont résonné en vous, vous ont rappelé? Je ne vous ai pas vraiment entendu au début, encore une fois. C'est le masque plus la distance. Je disais que justement, le sujet, une forme de viol, par exemple, avait été un sujet qui avait inspiré l'autrice des Impatientes. Et je me demandais si, mais qui a choisi de le décrire autrement que vous. Et je me demandais si vous aviez lu les livres de vos concurrents et qu'est-ce que vous en pensiez par rapport à cela, par exemple le fait de traiter d'une autre façon que vous la violence qui peut être faite aux femmes.
Bon, j'ai pas eu le temps de tout lire, ça c'est clair, parce que vraiment c'était un automne très 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 chargé. Euh, ce sont des projets très différents, c'est difficile de vous dire parce que je suis très attentive à l'ellipse, moi, dans la littérature, c'est-à-dire que, et au cinéma d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qui est, encore une fois, ce qui est laissé au lecteur. J'aime beaucoup ce que le lecteur le travail du lecteur et j'aime beaucoup moi-même travailler quand je vois une fiction, par exemple. Ça m'énerve vraiment quand dans un film, il y a un personnage, alors ça c'est un peu typique, qui est au téléphone. Et puis, en fait, comme nous au cinéma, on n'entend pas l'autre, il vous raconte toute la conversation. Ah oui, tu étais vraiment là hier? Enfin, je veux dire, ça, c'est insupportable. C'est le genre de truc qui me rend dingue parce que c'est une faute pour moi d'écriture. Non, vous racontez pas tout parce que la personne, elle a compris, en fait. C'est comme quand du temps passe et qu'on vous dit du temps a passé. Non, c'est bon, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ce qui est des violences sexuelles, en tout cas. Alors peut-être que ça a à voir avec ma propre expérience, hein. C'est peut-être totalement subjectif, j'en fais pas une règle littéraire. Pour moi, c'est difficile d'écrire ça, d'écrire ce qui se passe, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la personne, dans le ressenti de la victime. Parce que sinon, vous devez aller dans une surenchère pour faire comprendre aux gens. Or, le viol, c'est pas que des tortures, etc. On le sait très bien aujourd'hui. Il peut y avoir des viols sans violence. Et donc, qu'est-ce que vous allez écrire? C'est un rapport sexuel, en fait. Entre guillemets, normal, sauf qu'il n'y aura pas eu de consentement. Donc, c'est là où je suis un peu gênée, c'est-à-dire que si vous voulez en faire une scène spectaculaire, vous serez obligé de dévier de ce que moi j'ai envie de raconter, c'est-à-dire que tout est dans l'absence du consentement. On pourrait dire que Cléo n'a pas subi de choses violentes, si on était, vous voyez, très malhonnête. Mais en réalité, si, elle a subi des choses terribles. C'est qu'elle n'a jamais dit oui. Et même si elle avait consenti, elle ne sait pas à quoi elle consent. Elle n'a pas compris. Elle a 13 ans. Et en plus, elle est acculée, etc. Donc voilà, c'est problématique, en fait, pour moi. Merci. Merci. Alors, vous avez parlé beaucoup du lecteur, notamment que vous ne vouliez pas le guider. Mais quand vous écrivez, est-ce que vous imaginez le lecteur, ses réactions, son attitude face à ce que vous venez d'écrire? Non. Heureusement, non. Heureusement, non, parce que ça serait vraiment quelque chose d'un petit peu entravant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si au moment où j'écris, je pense aux gens, mais je veux dire, même à mes proches, si vous voulez, ou des trucs comme ça. Non. Alors là, le moment de l'écriture doit être quelque chose de solitaire. Il faut assumer cette solitude, ce geste, qui est quelque chose qui doit, voilà, qui est un geste qui peut-être ne rencontrera pas d'écho, on se dit, on ne sait pas. Mais je veux dire, s'il m'arrive de penser à des lecteurs ou des lectrices, c'est très drôle parce que c'est complètement. Ça vient comme ça. Comme j'ai fait pas mal de rencontres, il y a des lectrices, en particulier des lectrices, que je connais maintenant. Et donc, je sais que je les retrouve dans certaines villes, si vous voulez. Donc, il y en a effectivement certaines où on a discuté, on s'est écrit, blablabla. Et donc, il y en a certaines à qui je pense avec plaisir, en fait. Mais je ne me dis pas, oh là là, qu'est-ce qu'elle va penser, elle, parce que je ne la connais pas vraiment. Mais il y a à la fin euh, une joie de retrouver ces dialogues en librairie ou dans les festivals. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais je m'interdis de penser au regard sur ce que je suis en train d'écrire et des critiques surtout. Parce que alors ça, vous imaginez comme ça serait inhibant. Donc non. Et puis en fait, c'est pas un effort parce que au fur et à mesure, l'écriture, c'est un soliloque, c'est un peu une folie hein, d'écrire. Enfin, si vous écrivez, vous le savez, il y a quelque chose d'une folie. Il y a quelque chose d'un. Et puis c'est bien. On est seul et puis on passe un temps fou à créer quelque chose, à donner vie à quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, mais en même temps très réel. Très réel. Et il faut y croire.
Donc, j'essaye d'écarter tout ce qui fait que je pourrais sortir de ma rêverie. D'accord. Alors, ensuite, faire la promotion de votre livre, avez-vous aimé cela ou est-ce au contraire un exercice qui vous pèse, vous lasse ou vous met mal à l'aise? C'est un mélange de tout ça. Alors, je vous dirais qu'il y a d'abord une chose, c'est que c'est quand même, encore une fois, un luxe. C'est-à-dire que quand vous avez un roman comme Chaviré qui a beaucoup de promos, vous faites beaucoup d'émissions, c'est une grande chance, c'est super quand même. Enfin, je veux dire, vous avez quand même envie qu'on parle de votre roman, qu'il y ait une chance, voilà, pour qu'il ait de la place. Donc, moi, je fais ça plutôt avec plaisir, jusqu'à un certain moment. En général, je suis crevée, je commence à décliner et à être soit de mauvaise humeur et donc ça va plus du tout, il faut arrêter. Donc, je pense que je pars toujours avec une grosse énergie et pas mal d'envie. Cette année, c'était frustrant parce que finalement, il n'y a pas eu très peu de rencontres à part virtuelles, donc c'était étrange. Mais non, j'aborde les choses. Souvent, vous avez des interlocuteurs, des interlocutrices vraiment chouettes, en fait, qui ont vraiment lu le livre et avec qui vous avez des bons échanges. Donc, je trouve que c'est quand même une belle chose de parler littérature avec des journalistes ou dans des émissions. Il y a des belles émissions aussi. La Grande Librairie, c'est bien. Les émissions radio, moi, j'adore. Donc, voilà, c'est plus une question d'usure. Je sais qu'au bout de quelques mois et un emploi du temps qui est vraiment dingue parfois, je sens que je radote et qu'il faut le faire. Alors là, c'est le moment où je commence vraiment à un petit peu m'inquiéter. Je m'entends dire la même chose et je m'entends dire la même chose avec le même ton. Et là, je fais, oh, c'est affreux. C'est affreux. La même blague au même moment. Enfin, non, mais là, je me sens, mais c'est horrible. Là, il faut arrêter. Alors, revenons quelque peu au style, parce que ça a l'air d'être quelque chose de cher pour vous. Dans ce roman, en particulier, que cherchiez-vous au niveau du style? Quand savez-vous que c'était le mot juste, la bonne phrase? Est-ce que vous prononciez intérieurement vos phrases? Est-ce qu'elles résonnaient ensuite en vous, y compris un moment après les avoir écrites? Alors, d'abord, oui, c'est intéressant qu'on en parle. Moi, j'écris à voix haute, j'ai envie de vous dire, mais c'est pour ça que j'écris vraiment seule, c'est-à-dire il n'y a personne autour de moi. Tout ce que j'écris, je me suis rendu compte de ça, mais il n'y a pas si longtemps que je parle pas très fort, hein, je vous rassure, je murmure. Je dis tout. Et c'est sans doute j'aime le rythme est essentiel, la façon dont les mots ricochent, les allitérations, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comment je sais qu'un mot est juste? Ben, écoutez, je ne sais pas, mais je le sais pour moi. C'est-à-dire à un moment donné, c'est comme, si vous voulez, c'est comme si vous avez mis le pied droit dans le pied gauche dans une chaussure. Moi, quand je regarde la phrase, je me dis, oula, non. Après, il ne faut pas oublier le rôle des éditeurs. C'est-à-dire que le regard sur le roman, sur le texte de mon éditrice, quand j'ai arrêté quelques semaines, est très intéressant parce qu'elle pose des questions et que je dois me justifier parfois pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai employé cette expression. Donc, ça m'oblige à réfléchir aussi. Vous m'avez posé une autre question, j'ai oublié, c'était comment... Est-ce qu'elle résonne encore en vous? Comment? Est-ce qu'elle résonne encore en vous, les phrases? Ah oui, non. Je suis en train de travailler sur autre chose, donc j'essaye de faire de la place d'une certaine façon. Mais c'est un petit peu comme une rupture amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a un moment un peu triste parce que vous n'avez pas envie de quitter les personnages et en même temps, si vous voulez aimer quelqu'un d'autre, il va falloir un petit peu quand même oublier ça. C'est toujours un peu compliqué. Mais le choix, quand vous dites style, ça passe par des choses très concrètes. C'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est-à-dire que je me dis jamais, ah, je vais employer un style. C'est pas ça, mais chaque roman a sa temporalité, chaque roman a son rythme, et là, je savais que tout était à l'imparfait et au passé simple, par exemple. Donc ça, c'est un choix qui donne une couleur, évidemment, qui détermine beaucoup de choses. Donc voilà, il y a des choix très factuels hein, aussi. Voilà. D'accord, merci. Et ensuite, une question par rapport, au-delà de votre roman, votre rapport au livre. Il paraît qu'on peut dire, dis-moi comment tu traites tes livres, je te dirai qui tu es. Par exemple, comment on les achète, comment on les manipule ou comment on les range.
Et avez-vous personnellement des habitudes dans votre rapport au livre? C'est une question qui tombe à pic parce que j'ai une nouvelle bibliothèque et que donc je me suis retrouvée avec des piles de livres et je me suis posé la question, je me suis pris la tête pendant 3 jours en fait de comment je les range. Qu'est-ce qui est logique? Alors, j'en ai parlé avec des copines, dont une est bibliothécaire, donc elle était très organisée. Je me suis dit, bon, soyons réalistes, toi tu n'es pas bibliothécaire, tu vas en prendre, tu vas les remettre et tout ça. Donc, j'ai opté pour quelque chose de totalement absurde, en fait, j'ai bien conscience, qui ne tient pas la route du tout, mais c'est comme ça. Donc, dans mon appart, il y a plusieurs bibliothèques et donc dans chacune, il y a un ordre alphabétique. Donc, ça n'a aucun sens parce que, voilà. Et puis poche, c'est séparé de grand format. Ah là là, vous pensez c'est tellement original. Donc pour vous dire, je n'ai pas résolu ça. Mon rapport au livre, il est à mi-chemin. C'est-à-dire, j'aimerais vous dire que je désacralise le livre et que je m'en fiche qu'il soit abîmé, mais ce n'est pas vrai. Donc, je fais attention au livre, mais en même temps, je ne suis pas non plus complètement maniaque. C'est-à-dire qu'un livre est dans mon sac quand je le lis, je trimballe. Et donc, il est un peu usé. Et ça, j'aime bien. J'aime bien l'usure. J'aime pas les taches et les trucs comme ça. Donc, c'est un peu entre les deux. Je me suis posé la question récemment de la possession des livres. C'est-à-dire que certains livres, j'ai besoin de les avoir chez moi. Et d'autres, je les ai lus parce que je les ai empruntés, je les ai rendus, ils ne sont pas là. C'est pas grave. Mais il y a comme ça une petite famille de romans ou de livres. Je suis heureuse qu'ils soient chez moi parce qu'ils me rappellent plein de choses et qui sont des jalons parfois de certains romans et parfois de l'écriture et parfois d'un cadeau. Donc, vous voyez, c'est un peu en progrès. Hein. Je n'ai pas de grandes affirmations. Merci beaucoup. Voilà. Sacha. Je regarde une question. Est-ce que je réponds à cette question? Oui. Galatée. Alors, la question, c'est Galatée, cela renvoie au mythe de Pygmalion. Quelle est la frontière entre la pédagogie et la manipulation, l'emprise et le mimétisme? Oh là là là. Ça, je comprends. Oui, je ne suis pas pédagogue, donc c'est difficile. Mais en revanche, j'ai été élève. Donc, c'est une question très intéressante et on peut l'élargir, à mon avis, rapport entre écrivain et lecteur dans les rencontres. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est-à-dire que vous arrivez dans les rencontres quand vous êtes écrivaine, ou vous arrivez et vous êtes attendu et on vous écoute, hein, comme là. Et parfois, il faut bien dire la vérité, vous n'avez rien de très intéressant à dire. Et donc, vous êtes empreinte de vos romans qui ne sont pas tout à fait vous. Et donc, vous avez du pouvoir sur les lecteurs. Et ça m'interroge beaucoup. Parce que j'aimerais que ça ne soit pas le cas. C'est-à-dire que, honnêtement, je sors un peu du sujet, mais moi, j'ai vu des écrivains mal se conduire. Être dans une séduction avec les lectrices et les lecteurs. Ça c'est quelque chose pour moi qui est gênant, en fait, qui est vraiment gênant, qui est aussi gênant qui est inapproprié, qui est gênant. Enfin bon, voilà, j'aime pas, vous aurez compris. Mais effectivement, la question de l'emprise, je l'ai déjà beaucoup interrogée dans le roman précédent, qui était Mercy Mary Patty, et qui était l'histoire de cette jeune fille, une héritière de 17 ans, qui a été, alors ça c'est une vraie histoire, hein, qui a été, c'était une milliardaire, une fille de milliardaire qui a été kidnappée par un groupe révolutionnaire dans les années 70, qui s'est rangée à leur cause finalement, et qui a commencé à questionner l'emprise de sa famille. Et j'ai trouvé ça passionnant, parce que c'est vrai qu'on est influencé par notre milieu d'origine, et par notre famille, et par l'école, et par la pub. Et comment on peut faire la part des choses? Comment on peut savoir quand on pense à nos idées, à nos goûts, qu'est-ce qui nous appartient réellement? C'est impossible de séparer les choses, mais c'est une question qui m'intéresse. Il n'y a aucune transition, mais pas grave. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'image. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Oui.
Vous êtes allé très vite. Pardon. En fait, c'est une planche de Bretéché. Et donc, on se demandait par rapport à cette planche si écrire, c'était pour vous quelque chose de dévorant, de capricieux, ou alors si c'était une pratique assez rationalisée et domestiquée pour vous. Oh là là, alors là, directement, rien de domestiqué, c'est tout à fait sauvage et j'adore cette planche. Je ne la connaissais pas, mais elle est vraiment géniale. Franchement, je vais vous dire un truc, Ah oui, merci, vous me l'enverrez. Oui, oui, oui. C'est très bien. Je ne sais pas comment vous dire parce que si vous écrivez, vous le savez déjà et je ne voudrais pas vous décourager. Mais c'est très dur. C'est très dur d'écrire. Et vous le savez, on rentre dans on sombre dans des abîmes de désespoir. C'est un truc de malade, en fait. Quand je suis comme ça extérieure, je me rappelle, en fait, sur chaque roman, je me souviens des moments où j'ai pensé que j'y arriverais jamais, où j'ai trouvé que c'était nul, voilà. Et puis la réécriture, en fait, c'est un face-à-face avec soi-même et ses limites. Donc pour moi, il y a beaucoup de rapport avec la danse et le rapport au miroir. Le rapport au miroir pour un danseur, il est terrible. C'est pas du narcissisme. Les gens pensent que les danseurs se regardent, mais c'est pas vrai. Les danseurs ne voient que les défauts. Ils sont là pour observer ce qui ne va pas. Et apparemment, vous le savez, puisque vous écrivez tous les mercredis, de 13h à 19h. Voilà. Donc, vous savez très bien de quoi on parle. Il faut être courageux pour écrire. Moi, je vous le dis, on est courageux quand même. Hein. On est courageuse parce que c'est à la fois absurde, parce que, voilà, vous pouvez vous dire pourquoi je mets tout ce temps à faire ça, et à la fois essentiel. Donc non, je n'ai pas du tout un rapport domestiqué. C'est à chaque fois le même délire, avec des moments de joie et puis beaucoup de moments de peine. Vous savez, il y a une écrivaine que j'aime particulièrement qui s'appelle Joyce Carol Oates et elle dit « Les 6 premiers mois de l'écriture d'un roman sont un enfer, les 3 derniers aussi, mais chaque roman, elle met 9 mois, donc il y a quelques semaines au milieu où ça va. » Voilà. On suppose que vous êtes peut-être un peu lassé de faire la promotion de votre livre ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez aimé cela ou alors c'est un exercice qui vous pèse maintenant et J'ai répondu. Oui, oui. Vous avez pas fini. Et on se demandait s'il y avait des questions qui vous ont particulièrement agacé parce qu'en fait la réponse pour vous était déjà claire dans le livre. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des fois où vous êtes un peu vexé parce que vous vous dites mais pourquoi dans chaque roman il y a, alors je ne vais pas parler de celui-là, j'ai pas assez de recul, mais je me souviens donc de la petite communiste qui ne souriait jamais et donc j'avais eu beaucoup de rencontres parce qu'on se voyait à l'époque et c'était l'histoire de cette gymnaste roumaine de 14 ans qui pour le coup qui a été terriblement sursexualisée et aussi l'interrogation autour du fait qu'à partir du moment où elle a ressemblé à une femme, elle a été l'objet d'agressivité, d'une violence. Finalement, il y avait une sorte d'amour pour son corps d'enfant, c'était terrible, la performance, etc. Et ça, c'était basé sur une vraie gymnaste qui a vécu en Roumanie dans les années 80 et qui était donc sous la dictature de Ceausescu. Dans un régime totalitaire. Et je vais vous dire un truc, c'est terrible, hein, parce que je le dis pas toujours, mais c'est enregistré, je l'assume. C'était devenu une blague avec mes amis. À chaque rencontre autour de la petite communiste, il y a plutôt des femmes dans les rencontres, et pour mes romans, il y a plutôt des femmes. Il y avait un homme qui levait la main et qui me disait « Oui, mais Nadia Comaneci, donc cette gymnaste, elle n'a pas couché avec le fils du dictateur. » Et j'étais sidérée parce que c'est arrivé des dizaines de fois. Hein. Donc je me disais, comment il a pu lire mon livre en me posant cette question insultante, stupide. On s'en fout de savoir avec qui elle a couché, je ne sais pas avec qui elle a couché, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis elle était dans une dictature dont je ne sais même pas si elle a consenti à quoi que ce soit, etc. Et je me disais, mais comment ose-t-il en fait me poser cette question après? Et donc oui, ça a été un grand moment de solitude parce que je me disais, en fait, soit cette personne-là s'en fiche, soit vraiment ce que j'écris est totalement opaque, on ne comprend rien. Voilà, donc ça c'est un peu extrême, mais
Pour chavirer, franchement, il n'y a pas de choses pour le moment. Ah, il y en a eu une où j'ai eu peut-être des choses très méprisantes envers la danse que pratique Cléo en télé. Et j'étais très embarrassée parce qu'il me semble que le projet du roman est tout à fait là, de dire qu'elle subit un racisme, un mépris de classe et qu'elle est toujours jugée par des gens qui la trouvent pas assez bien, la danse trop vulgaire, etc. Donc j'étais embêtée. J'étais embêtée. Je me demandais par rapport au fait tout à l'heure que vous dites que l'auteur est toujours présent directement ou indirectement dans ce qu'il écrit. Par exemple, tout ce qui est production de, par exemple, des Olympiens ou des choses comme ça, est-ce que pour vous, du coup, c'est pas la littérature puisque l'auteur n'est pas vraiment là, même indirectement si? Je suis vraiment pas une spécialiste du tout, mais si, enfin, quand je dis il est toujours là, ça ne veut pas dire que la narration lui ressemble et qu'on pourrait retrouver des faits biographiques et tout ça. C'est que l'auteur est là, ne serait-ce que parce qu'il a choisi ce point de vue-là et qu'il n'est pas une machine avec des choix aléatoires. Donc c'est un peu comme quand on parle de romans engagés, quand on me demande est-ce que vous écrivez des romans engagés, j'ai toujours envie de répondre que tous les romans sont engagés. L'écriture est un acte d'engagement à représenter ceci plutôt que ceci. C'est pas, si vous parlez d'un personnage qui habite dans un quartier X plutôt que Y, c'est un engagement. Donc, non, mais bien sûr que c'est de la littérature. De toute façon, je suis incapable de vous dire ce qui est ou ce qui n'est pas de la littérature. Par exemple, les pastiches ou des choses comme ça. Comment? Vous voyez, j'ai une perceuse qui est revenue. Les pastiches, par exemple, quand on essaie d'imiter le style d'un auteur ou des... Alors, attendez, parce que ça va s'arrêter, mais là, pour le moment, je suis en grande difficulté. Bon, ça ne s'arrête pas. Ça doit être, je ne sais pas, Enfin, en tout cas, vous m'entendez ou pas? Oui. Plus ou moins. Je ne sais pas, je saurais pas dire les pastiches, ouais. Mais non, mais les pastiches aussi, évidemment que c'est de la littérature et que évidemment que l'auteur est dedans. Parce que pour le coup, vous pouvez pasticher de plein de façons. Et puis il y a ce que vous choisissez de pasticher. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas d'exemple là, mais je veux dire, c'est de la même façon que je crois que à la fois, j'aime pas du tout la question de la littérature des femmes, par exemple. C'est vraiment quelque chose que je trouve. Vous m'avez demandé ce qui m'agaçait, c'est quand j'arrive dans un débat et que c'est marqué littérature de femmes féminines. J'ai vraiment l'impression d'être un bébé phoque. Enfin, je veux dire, non, mais vraiment, enfin, on n'est pas en voie de disparition avec un petit, vous savez, une petite niche. Non, est-ce que c'est un bon roman ou c'est un mauvais roman? C'est ça qui m'intéresse, c'est de débattre de ça. Mais non, l'auteur ne peut pas ne pas apparaître, même si il y a des filtres. Il y a des filtres, évidemment qu'il y a des filtres. Merci pour Merci réponse. Est-ce que nous, on a fini avec nos questions, mais peut-être que vous avez une question à nous poser, ou je sais pas, vous avez notre réception du livre Alors là, je vais avoir besoin d'une question écrite parce que là, j'entends vraiment pas à cause des travaux. Je suis désolée. Ou alors, on va choisir un moment. Allez-y. Nous, on a fini avec nos questions, mais peut-être que vous avez une question à nous poser, ou enfin, on ne sait pas, vous avez notre réception. J'en aurais plein, en fait, à vous poser. Et c'est pour ça que c'est très frustrant de ne pas se rencontrer, parce que j'ai l'impression que ça aurait été plus facile de vous poser des questions. Est-ce que j'ai des questions à vous poser? Oui, j'ai une question à vous poser, en fait. On n'a pas parlé de Betty, du personnage de Betty. Quand j'ai fait lire le roman à mon éditrice, qui est qui est une super lectrice, elle m'a dit que pour elle, Betty avait été un personnage terrible et triste et qu'elle avait raté sa vie. Et moi, je ne pense pas du tout que Betty a raté sa vie, mais pas du tout. Et donc, j'étais très étonnée, j'étais bien embêtée, mais on a discuté et finalement, elle était d'accord. Pour moi, Betty est extrêmement libre.
extrêmement libre, peut-être plus que Cléo. C'est-à-dire que Betty, elle envoie tout promener à un moment donné. Elle refuse de satisfaire la famille, hein, le récit familial, elle s'en extrait, elle le remet en question. Alors, évidemment, vous pouvez dire qu'elle est complètement à part, mais en même temps, elle s'en fiche, en fait. Il y a quelque chose d'elle qui est un choix vraiment de liberté qui, pour moi, est très fort. Voilà. Donc, pour vous, Betty, c'était qui? C'était quoi? Oui, moi je pense que de toute façon, dans le moment, ça représente toutes des femmes fortes en fait, qui ont chacune leur personnalité, qui réagissent chacune différemment. Et après, Betty, elle a sa manière de réagir aussi face à la situation. Donc vraiment, c'est un peu l'incarnation, justement, comme vous dites, de la liberté et de la force de caractère aussi. Elle essaie de s'affirmer. Donc c'est quand même un personnage qui est principal. Quand même. Je pense qu'on ne peut pas la mettre de côté dans cette histoire. Non, non, je suis contente alors que vous la voyez comme ça. Voilà, c'était ma question. Merci. Quand vous écrivez un roman, privilégiez-vous une approche directe, sensible, intuitive ou passez-vous par un recul plus théorique, critique ou érudit? Alors, je pense qu'au début, je rassemble étrangement plein d'écrits dont je crois qu'ils vont être un soutien. Quand je parle de soutien, c'est pas parce qu'ils parlent de sujet, de la même chose, pas du tout. C'est en termes d'écriture, d'ambiance, de musique. Là, j'ai relu Une vie de Maupassant, pour vous dire que c'est pas du tout la même chose. J'ai eu envie de le relire. Donc, je m'entoure de livres. Donc, il y a quelque chose de plus théorique, effectivement. J'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai rencontré beaucoup de gens pour chavirer des anciens danseurs, des anciens kinés. Je recueille beaucoup de paroles dont je ne fais pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que parfois, c'est un petit détail. Quand j'ai rencontré une habilleuse du Lido, elle m'a dit, on a parlé 4 heures, je me disais, bon, je ne vais pas quand même faire un roman sur les tissus, la façon de mettre les plumes, machin, parce que ce n'est pas l'idée. Donc, moi, j'écoute, les gens me parlent, j'adore ça. Et elle m'a dit cette chose qui est pour moi fondamentale et que je n'aurais pas pu trouver. Elle me dit, je demande aux danseuses, quand je les rencontre, si elles veulent être déshabillées de dos ou de face. Ce que demande Claude, l'habilleuse. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, cette attention. Vous voyez? Et ce genre de choses m'aide à construire un personnage. C'est-à-dire que cette attention-là, pour moi, elle est essentielle. Donc, je passe, quand j'écris, par... j'ai un recul théorique, c'est-à-dire que je m'entoure de beaucoup d'écrits. Parfois, je lis beaucoup de thèses sur des choses qui sont très éloignées. Alors, ça me met un temps fou, c'est très bizarre. Par exemple, pour la petite communiste, toujours elle, j'étais arrivée au bout d'un... Bon, il y avait une documentation un peu folle pour la gym, pour le régime politique roumain, pour les compétitions, c'était très fort. Mais à un moment donné, je me suis tellement écartée que j'ai lu quelque chose qui m'a passionnée sur le danger et les femmes. Le danger, la notion de danger, comment les femmes abordent le danger physique. Là, je me suis dit, il faut arrêter, il faut retourner à l'écriture. Je tendance à un peu dériver dans les lectures pour aller vers une approche plus sensible. Je m'entoure d'écrits, en fait. Alors, diriez-vous que c'est la vie qui nourrit vos livres ou les livres qui nourrissent votre vie? Oh, mais non, mais ces questions, elles sont terribles. Parce que c'est terrible. Peut-être que je pourrais le dire dans quelques années, en fait. Non, c'est des très bonnes questions. C'est des excellentes questions. La vie qui... je pense que, évidemment, ma vie a nourri mes livres d'une façon très frontale. C'est-à-dire que je me suis servi des milieux que je connaissais, bien sûr, mais enfin bon, oui, mais en même temps, la publication et l'écriture depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit, même enfant, donc ça n'a pas commencé au moment où j'ai été publiée. C'est ma façon d'approcher la vie. Je vais vous répondre, ça fait un peu... C'est pas que je feinte pas, mais j'approche la vie par l'écrit. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez un petit florilège de livres vraiment que vous jugez indispensables? Comment? Est-ce que vous avez des auteurs ou des livres vraiment que vous jugez indispensables, un petit florilège qui vous appartient?
c'est très très dur ça parce que ça change tout le temps. Ça, c'est vraiment la sale question. Non, mais vous savez quoi, je vais en oublier plein. Je vais vous dire un truc et après, je vais me dire, mais comment j'ai fait pour ne pas leur dire ça? Donc là, je vais vous dire par exemple que Pérec, c'est quelqu'un qui est dans mon panthéon total, que Virginia Woolf aussi. Je vous parlais de Joyce Carol Oates, mais Virginia Woolf, je pense qu'on n'a jamais fini de lire Virginia Woolf. Qu'est-ce que, voilà, vous voyez, je ne sais plus. Je sais pas, c'est terrible, il va falloir que je réfléchisse et que je vous dise ça. Je regarde autour de moi, il y a des romans de Zadie Smith que j'ai adorés. Un livre qui vous a marqué dans votre vie? De la beauté a été vraiment un choc pour moi. Je regarde, voilà, je ne sais pas. Je pense que j'ai été très nourrie aussi dans mon milieu familial par mon papa qui était 18e et donc spécialiste de Diderot. Et que mine de rien, même si j'ai fait comme si, comme vous imaginez, c'est votre père, donc vous ne voulez pas en entendre parler, mais n'empêche que la littérature du XVIIIe siècle est quelque chose pour moi qui est le roman moderne et tout ce que ça, Diderot en fait, est dans mon panthéon. Voilà. Et oui, vous avez vraiment, c'est formidable. Enfin, je veux dire, vous arrivez à. Je vois les cercles de plomb se dissolvent dans l'air. Virginia Woolf parlant de l'horloge du clocher. Il est l'heure de nous quitter, point d'interrogation. Mais franchement, quel à propos et quelle façon de bien amener le débat via Zoom. Ben oui, écoutez, oui, certainement. Oui. Je suis très gênée par. Merci à vous. Merci à vous beaucoup. Vos questions étaient super et j'espère que vous n'avez pas été trop gênés par le bruit. Et voilà. Et merci beaucoup. Et peut-être à bientôt sur le prochain roman. Oui. Merci. Au revoir.